Julie Delpech, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Fréquencilier. Vous êtes députée sortante et puis candidate pour la majorité présidentielle, enfin ce qui était la majorité présidentielle, on verra pour la suite. Déjà, même si vous êtes déjà députée depuis 2022, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, donc Julie Delpech, 34 ans, un enfant depuis 2023, donc je le rajoute, il n'était pas là en 2022, et donc députée sortante effectivement de la première circonscription de la Sarthe, et puis auparavant j'étais chargée de communication dans un grand groupe sartois. Qu'est-ce que vous avez fait à l'Assemblée rapidement, hein, sans tout. On a beaucoup travaillé, on a voté 101 textes à l'Assemblée nationale en 2 ans, donc dire que l'Assemblée ne travaille pas ou travaille mal, je pense que c'est une fausse idée et on a voté des sujets importants. Alors moi évidemment la constitutionnalisation de l'IVG auquel j'étais très attachée et qui a été un moment très très émouvant. On a voté un texte récemment, alors qui n'est pas passé, les extrêmes ont voté contre, mais il est passé quand même sur les dérives sectaires. Moi, c'est un vrai sujet d'arriver à protéger les plus vulnérables de tout ça. Et puis, on a voté des vrais grands textes structurants. On a voté la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, on a voté la loi des armées, on a voté la loi d'orientation agricole. On a beaucoup de textes importants qui sont passés et on était en cours de discussion sur la loi sur la fin de vie. J'ai beaucoup de regrets que cette loi tombe et je ne doute pas que le parti qui pourrait reprendre le gouvernement ne souhaite pas la revoir dans notre hémicycle. Et c'est pour ça aussi qu'on fait campagne, pour que tous ces sujets de société puissent revenir. Avec un gros vivier militant en plus en Sarthe sur la fin de vie. Un gros vivier militant en Sarthe, mais au national. 86% des Français y sont favorables, attendaient cette loi. Et pour moi, c'est un vrai regret qu'on ne puisse pas aller au bout et qu'on ne puisse pas apporter les réponses aux personnes qui sont dans cette attente. Alors je voudrais qu'on parle de cette dissolution, hein, évidemment. Comment vous l'avez appris et qu'est-ce que ça vous a fait? C'était quoi vos réactions? Alors, je l'ai appris à la radio, puisque j'étais en voiture. Je repartais de la préfecture où je m'étais rendue pour l'annonce des résultats. Et je partais rejoindre des militants. Donc, j'étais en train de conduire. J'étais à un feu rouge, heureusement. Après, je vous cache pas que quand j'ai vu l'alerte AFP à 20h annonçant que le président allait parler, je me suis dit, il va dissoudre, parce que je voyais pas bien ce qu'il pouvait annoncer d'autre. Mais bon, entre supposer que et l'entendre de sa voix, c'est différent. Donc j'avoue, mais je pense que pour tout le monde, hein, tout parti confondu, c'était un petit coup de massue et voilà, après on se relève, on repart. Pourquoi vous êtes reparti? Ça a été un choix difficile ou pas? Oui, ça a été un choix difficile parce que forcément déçu quand on voit un RN si haut, on se demande aussi où on a failli. Parce que vraiment, on apporte des choses, on a un bilan qu'est-ce qu'il est. Il y a des frustrations, des colères, des mécontentements que moi j'entends, mais on a aussi fait des choses bien et peut-être qu'on n'a pas su assez les communiquer et faire de la pédagogie. Mais après voilà un peu la colère passée, la fatigue aussi. Hein, la campagne des européennes a été longue, on était sur le texte sur la fin de vie dans l'hémicycle, donc on siégeait beaucoup. Je me suis réveillée lundi matin, je suis allée prendre mon fils dans son lit. Et il m'a fait un grand sourire et voilà, je me suis dit, je peux pas ne pas aller à la bataille. Et même si ça passe, lui dire que je n'ai rien fait pour éviter ça. Donc on verra ce qui se passe le 7 juillet, mais en tout cas, j'aurais mis tout en Vous œuvre. aurez pris votre part. J'aurais pris ma part et je pourrais me regarder dans une glace et je pourrais dire à mon fils que j'ai pris part à cette bataille. Euh, donc vous rempilez. Si vous retournez à l'Assemblée nationale, ce sera quoi vos combats? Je pense que ça va beaucoup dépendre de comment va se structurer l'Assemblée, de quelle majorité, de quel gouvernement. Concrètement, avec un gouvernement d'extrême droite, j'aurai un vrai combat sur les droits des femmes. Parce que j'ai vu une vidéo passer hier qui m'a un petit peu fait mal au ventre, compte tenu de ce que je peux entendre ou dans l'hémicycle de leur part. Si c'est l'extrême gauche, je le dis, on aura un vrai combat budgétaire à mener. Ils ont un programme qui coûte le montant du PIB du Portugal. Aujourd'hui, nous, on cherche 10 à 20 milliards d'économies parce qu'on a mis en place des choses, notamment pendant le Covid, pour protéger. Quand je vois un programme qui est chiffré à près de 300 milliards d'euros,
Moi, ça m'inquiète beaucoup. Donc, on aura un vrai sujet budgétaire à mener. Donc, j'ai envie de dire que mon combat pour le droit des femmes, il est là depuis depuis très longtemps, mais à l'Assemblée depuis 2022. Et donc, ça continuera. Mais qu'après, effectivement, les combats, on les choisira aussi en fonction de qui aura la majorité et qui gouvernera. Et en même temps, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Ces résultats, ils l'obligent, et ils obligent aussi le gouvernement et la potentielle nouvelle majorité ou pas à changer de manière de fonctionner. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend ça venant d'Emmanuel Macron. Comment ça doit se profiler? En fait, moi, je suis peut-être une des seules, je sais pas, mais à avoir dit en 2022 que la majorité relative, pour moi, c'était une chance. J'ai pas vécu la majorité absolue, j'étais pas députée. J'ai vécu que la majorité relative et moi j'ai trouvé toujours ça assez intéressant parce que ça oblige à échanger, à écouter et je pense que c'est ça la démocratie, c'est à ça que doit ressembler l'Assemblée nationale. Et là effectivement il faut continuer, il faut s'élargir. Moi j'ai fait le choix d'un suppléant qui est plutôt centre droit, qui est dans une majorité à la région avec des députés LR, parce que c'était aussi pour moi un signe d'ouverture et de montrer concrètement qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et pour moi, c'est ce bloc central qui devra être la vraie plaque tournante si on n'est pas en majorité, le vrai contre-pouvoir. Et cette dissolution fait tomber beaucoup de masques, passe au révélateur un certain nombre de partis politiques. Et moi, je reste sur notre ligne de 2022, mais en tout cas, si ça peut nous permettre de travailler encore plus avec d'autres forces de l'arc républicain, ça sera une bonne chose. Oui, de toute façon, c'est comme ça que ça se profile. Ce sera sans doute des blocs. Qu'est-ce que on l'a bien vu et beaucoup l'analysent comme ça. C'est un vote de rejet qui s'est opéré. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à celles et ceux qui iront peut-être mettre leur voix chez le Rassemblement national ou à l'inverse dans le nouveau Front populaire? En fait, moi, j'essaye d'expliquer aux gens que ce vote de contestation, ce vote de rejet qu'on a vu aux européennes, moi, je le comprends. J'ai pas de jugement sur les gens qui aujourd'hui ont du mal à finir leur fin de mois et qui ont l'impression que leur vie, elle n'est pas plus facile qu'il y a 7 ans et qui sont en colère. Ce que je dis juste aux gens, c'est que cette élection législative, et je pense qu'on se trompe de message, ouais, on sanctionne le président, mais le 8 juillet, le président sera toujours là. C'est pas un vote qui va faire démissionner le président. Par contre, c'est un vote qui va nous dire à quoi on veut que ressemble la France dans les prochaines années. C'est ce qu'il a de particulier, puisque ce vote, c'est un plus gouvernement. Et là, on est en train... Enfin, le vote sanction du président, je l'entends et je peux le comprendre. Par contre, sanctionner la France, sanctionner la jeune génération, il faut se poser la bonne question sur ces élections législatives. Et moi, je le dis, on veut Mélenchon à Matignon, on veut Bardella à Matignon, ou on veut aujourd'hui quelqu'un comme Gabriel Attal, en capacité aussi d'être quelqu'un de mesuré, responsable et d'échanger avec l'ensemble de l'arc républicain. Voilà, c'est quel modèle... Enfin, ces élections législatives, c'est quel modèle de société demain pour la France. Et moi, mon modèle de société, c'est pas celui des extrêmes. Mais ce rejet, il a une cause. Comment vous comptez entre guillemets, le colmater, en fait? On est là. En fait, ce rejet, moi, j'échange beaucoup avec les gens. Vous savez, je pense que tout le monde a pu regarder... les votes à l'Assemblée nationale sont publics. Moi, j'ai pas toujours voté comme ma majorité, comme mon gouvernement. Et j'ai eu cette chance, on est dans un groupe où on a cette chance d'avoir toujours notre liberté de parole, notre liberté de prise de position. C'est pas le cas partout. On voit bien que certains qui se sont opposés à leur chef n'ont pas été réinvestis pour ces élections. Donc, moi, je suis attachée à ça. Ce rejet, il est aussi du fait qu'on est là depuis 7 ans et que la vie n'est pas plus facile, c'est un fait. Mais la vie n'est plus facile nulle part ailleurs. On a eu le Covid, on a une guerre aux portes de l'Europe. Il y a plein de facteurs qui font que c'est pas plus simple. Mais on a quand même le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage chez les jeunes le plus bas depuis 40 ans. On a créé 2 500 000 emplois, on a réouvert 400 industries. On n'a pas rien fait. Maintenant, j'entends que les fins de mois, elles sont difficiles parce qu'on est dans un contexte difficile. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est que quand on est dans la majorité, comme je suis là, comme on était là encore, évidemment qu'on ne peut pas aller dire aux gens vous allez avoir tous 1 600 € minimum.
Parce qu'en fait, on sait que c'est pas faisable. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux gens, du coup ? Il faut leur dire la vérité. Et moi, je pense qu'on ne leur dit pas assez la vérité. Et moi, je leur dis, la vérité, c'est vrai, c'est que c'est difficile et qu'il faut encore qu'on mette des choses en place. Par contre, je dis aussi que la vérité, et que tout le monde devrait le dire, c'est qu'on a fait des choses, on n'a pas rien fait. Par contre, les promesses électoralistes qui seront intenables ou alors qui mettront le pays en faillite, moi, je dis, attention, danger. Moi aussi, si j'étais une citoyenne... pas lambda, mais pas forcément politisé, qui lit les programmes des uns des autres, évidemment que ça me fait envie. Par contre, la concrétisation, c'est quoi ? C'est soit ils pourront pas le faire, et là on est encore plus sur de la déception, soit ils le feront, mais à quel prix ? Avec une augmentation du chômage, 1 600 € minimum. Mais combien de TPE et de PME ne pourront pas payer les salariés 1 600 € minimum, faut en être conscient. Donc ils vont faire quoi ? Licencier, ne plus embaucher. On veut quoi ? On veut revenir dans un chômage de masse ? Moi, je crois pas. Augmenter de 50 milliards les impôts, c'est le programme du nouveau Front populaire, dès l'été. Donc on dit aux gens, vous avez du mal à finir au fin de mois, on va augmenter de 50 milliards les impôts. Et même si on augmente sur les classes aisées, ils vont faire quoi ? On est déjà un des pays qui taxe le plus. Nous, depuis 7 ans, on n'a pas augmenté les impôts, on les a même baissés. On va réaugmenter les impôts. On avait réussi à réaccueillir de nouveaux investisseurs. On avait réussi ça. Ils vont repartir. Et donc, c'est quoi ? Après, un pays qui s'endette, c'est des taux d'intérêt qui augmentent et ça va toucher tout le monde. Donc moi, je suis très inquiète de ce que va être demain et que ces promesses électoralistes, je le dis, soit elles ne seront pas tenues, parce qu'aujourd'hui, quand on demande comment c'est financé, ils ne sont pas en capacité de nous le dire. Donc soit elles ne seront pas tenues, soit ça nous coûtera très cher à tous. C'est aussi un syndrome, là, ces législatives anticipées, on voit les sondages, on voit la montée notamment de l'extrême droite, c'est aussi une preuve d'une société qui se clive de Bien plus sûr. en plus. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce clivage ? Moi, j'ai très peur des divisions. Et en fait, on est face à deux extrêmes qui clairement montent les gens les uns contre les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, qui plus est dans une situation quand même internationale compliquée, moi je siégeais à la commission des affaires étrangères, sur lesquelles on traite tous ces conflits-là à l'international. Et quand je vois aujourd'hui des partis qui veulent être en responsabilité, mais dont le seul sujet pour l'emporter, c'est de monter les Français les uns contre les autres, moi je trouve ça irresponsable. On a besoin d'unité, tout ne va pas bien, c'est vrai, mais il faut qu'on accompagne les plus modestes. Et pour ce faire, on a besoin des plus riches, parce qu'ils contribuent par l'impôt à l'effort national, et que diviser les uns et les autres, je pense que c'est tout sauf positif. Et moi, j'ai aussi peur de ça le 8 juillet. Dans quel état va être la France si tout le monde s'oppose ? Et dans quel état va être la France dans un scénario probable de blocage institutionnel total ? C'est un sujet, et c'est pour ça aussi que donner une majorité absolue, évidemment que ça peut éviter des blocages. Maintenant, on peut aller aussi vers des choses compliquées, je pense. Et moi, je crois beaucoup quand même que dans les députés qui seront élus ou réélus, dans l'arc républicain, c'est quand même des gens responsables et qu'il faudra justement être dans cette capacité de s'entendre, de se parler pour faire avancer les choses. On ne peut pas se permettre aujourd'hui que la France soit à l'arrêt. Je vais maintenant passer à une petite partie de cette interview. On est dans une radio en milieu scolaire, Fréquencier, donc on a donné la parole à des collégiens, en l'occurrence une collégienne qui avait 2 questions qui concernent notamment les jeunes, qui posent, et ces questions sont les mêmes pour tous les candidats. Voilà, je vous les pose. Selon Education.gouv, en février 2024, 100 écoles et établissements étaient volontaires pour essayer l'uniforme, à l'école, au collège et au lycée. Et le gouvernement souhaitait généraliser la tenue commune en 2026. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes pour, comment le mettriez-vous en place ? Et d'après vous, est-ce que ce serait aux familles de payer ou à l'État ? Question de l'uniforme à l'école qui revient souvent chez les jeunes. C'est une très bonne question. Moi, j'y suis favorable. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un facteur de lutte contre le harcèlement. C'est aussi un facteur d'inclusion. C'est pas facile des fois quand on est dans des familles plus modestes d'arriver avec pas le dernier vêtement à la mode et de parfois subir du harcèlement. Donc moi j'y suis favorable pour ces raisons-là. Je pense que l'école c'est un endroit où on doit être tous sur un pied d'égalité. Et donc moi voilà, on verra à quoi ressemble le pays demain, mais je suis assez favorable à ce qu'on puisse aller au bout pour ces raisons-là. Et après sur le financement, je pense qu'il faut pas que ça soit entièrement à la charge des familles, qu'en fonction des revenus, il puisse y avoir évidemment une prise en charge de l'État, mais aussi peut-être des collectivités, et que évidemment pour ceux qui ont le moins de revenus, il y a une prise en charge totale, mais ça doit dépendre, à mon avis, des revenus de la famille.
Alors, et la deuxième question de Lola, toujours. D'après Ipsos, 60% des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus aux dernières européennes. Que faire pour que les nouvelles générations s'intéressent à la politique d'aujourd'hui ? C'est un enjeu principal, le vote des jeunes, on l'a bien vu. Il a beaucoup augmenté, notamment l'extrême droite, récemment. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? C'est un enjeu majeur, le vote des jeunes. Et moi, depuis 2022, je vais quasiment toutes les semaines dans des établissements scolaires pour présenter la fonction de député, présenter comment on fabrique la loi, parce que je pense qu'aussi, il y a une méconnaissance du fonctionnement de nos institutions et que les jeunes ne voient pas forcément l'intérêt d'aller voter. Et moi, quand j'explique aux jeunes l'impact que ça a quand on choisit son député, parce que ça va, les lois, c'est ce qui régit notre quotidien. Donc en fonction de qui on vote, ça prend pas la même tournure. Et moi, je vais beaucoup expliquer ça aux jeunes. Je pense que tous les élus, pas que les parlementaires, mais aussi les élus locaux, ont leur rôle à prendre sur aller expliquer. Moi, j'ai pris beaucoup de stagiaires pendant 2 ans aussi en stage d'observation. Et je pense que c'est à nous d'aller vers la jeunesse pour leur expliquer ce qu'on fait et l'importance du coup d'aller exprimer sa voix. Et après, il y a certainement des choses à voir à l'école. Enfin, l'éducation aujourd'hui morale et civique doit peut-être un peu plus insister sur l'importance d'aller exprimer son vote parce qu'on choisit la société de demain, la société dans laquelle on veut vivre. Mais voilà, moi, cet enjeu de vote des jeunes est vraiment important. Et aussi, peut-être qu'on doit adapter ce qu'on dit et nos discours à leur manière à eux de communiquer. Donc moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que les jeunes sont sur les réseaux sociaux et on essaye d'interagir au maximum avec eux. Merci beaucoup, Julie Delpech, d'avoir été avec nous. On rappelle, vous êtes candidate au titre de la majorité présidentielle, du moins l'ancienne majorité présidentielle. Merci à vous. Merci beaucoup.